Salut à tous, aujourd'hui je me suis fait refouler d'une salle de cinéma et je viens donc vous parler d'un film qui est sorti il y a un petit moment et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, qui est un film américain donc sorti en 2000 là-bas et en 2001 chez nous. Et c'est un drame qui a pour casting Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. Dans un premier temps, on va s'intéresser au cas du réalisateur qui est la pierre angulaire de tout projet de cinéma, et donc comprendre sa vie et son œuvre globale peut avoir du sens pour interpréter sa démarche artistique et saisir le sens de son propos, ou tout simplement pour avoir de la culture générale. Darren Aronofsky est né en 1969 à New York, plus précisément à Brooklyn. Il est scénariste et producteur américain, et il s'intéresse à l'art très tôt et fait des études de cinéma et d'animation à Harvard. Il y fait la rencontre notamment de Sean Gullett qui jouera dans son court-métrage de fin d'études, Supermarket Sweep. Par la suite, Sean Gullett coécrira et jouera dans le premier long-métrage de Aronofsky, Pi, sorti en 1998 et diffusé en avant-première au Festival du cinéma indépendant de Sundance, l'un des plus importants du genre au monde, pour lequel il recevra d'ailleurs le prix du meilleur réalisateur. Le film a la particularité d'être entièrement financé par des dons de 100$ de la famille et des amis, pour un total de 60 000$. Si le film marche, il promet de rendre à chacun 150$. Le film fait plus de 3 millions de dollars de recettes au box-office. Et 60 000$ à coût de dons de 100$, ça fait une famille nombreuse et beaucoup d'amis, non? Non. Ce premier long métrage marque l'introduction d'un des thèmes de prédilection de Aronofsky, l'obsession d'un personnage qui le mènera à sa perte, ici représenté par un amour inconditionnel pour les suites de chiffres et la quête de sens caché derrière. En 2000 sort le film qui nous intéresse aujourd'hui, Requiem for a Dream, qui achève de le placer dans la cour des grands. En 2006 sort The Fountain, un long métrage de science-fiction imaginé et scénarisé par Aronofsky lui-même, qui connaît cependant un développement assez chaotique. On y retrouve Hugh Jackman et Rachel Weisz, qui étaient alors sa femme, dans les rôles principaux. Le film divise l'opinion en raison d'une histoire complexe et d'une direction artistique particulière. Qu'à cela ne tienne, le réalisateur se rattrape en 2008 avec son long métrage suivant, The Wrestler, dans lequel Mickey Rourke incarne un catcheur sur le déclin, souffrant de problèmes cardiaques et essayant de renouer avec sa fille. Le film lui vaut des prix. 2010 marque une année charnière dans sa carrière, puisque sort son nouveau long métrage, Black Swan, qui marque son entrée dans la réalisation de films à budget plus important. Nathalie Portman y incarne une danseuse travaillant d'arrache-pied pour assurer une prestation dans la représentation du Lac des Cygnes. Son interprétation remarquée lui fait gagner l'Oscar et propulse Darren Aronofsky sous le feu des projecteurs. En 2014, le réalisateur continue son périple avec la sortie de Noé, adaptation biblique du déluge avec Russell Crowe, Anthony Hopkins ou encore Emma Watson, excusez du peu. Sauf que si le casting est important et le succès au box-office présent, la critique ne voit pas le film d'un très bon œil. Alors nous verrons si son thriller, Mother, attendu plus tard cette année et mettant en avant Jennifer Lawrence, son actuelle femme, verra revenir Aronofsky au top ou s'il s'agira d'une œuvre en demi-teinte. Bon alors finalement de quoi ça cause? Requiem for a Dream, c'est l'adaptation du roman Retour à Brooklyn, ou Requiem for a Dream du coup en version originale pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui a été écrit en 1978 par Hubert Selby Jr. D'ailleurs celui-ci co-scénarise avec Darren Aronofsky le film, et il fait même un caméo, c'est-à-dire une courte apparition en tant qu'acteur. C'est sans doute l'intérêt que porte l'écrivain à dépeindre le quartier de Brooklyn, qui est le lieu de naissance du réalisateur, sans détour et dans ses plus sombres travers, qui poussent Aronofsky à s'y intéresser. Qui plus est, le romancier a la réputation de produire des histoires qui dérangent, en écrivant sans artifice, directement avec les tripes, et ça se ressent dans le long métrage. Requiem for a Dream prend donc comme postulat de départ la vie de Harry Goldfarb, jeune habitant de Brooklyn, petit consommateur d'héroïne menant une vie banale avec sa copine Marion et son ami Tyrone. Le couple n'a pas de travail mais se plaît à rêver d'une vie meilleure dans laquelle Marion ouvrirait son magasin de vêtements. Le récit nous fait aussi suivre l'histoire de la mère de Harry, Sarah, retraitée qui passe ses journées à discuter avec ses voisines et à regarder la télé en attendant les visites de son fils. Une situation précaire qui va vite sombrer dans le cauchemar en nous dépeignant de manière réaliste la descente aux enfers des personnages à cause des différentes drogues et addictions dont ils sont sous l'emprise. On pourrait résumer Requiem for a Dream en une phrase. C'est un film contre la drogue. Il a d'ailleurs été utilisé comme tel aux États-Unis dans des lycées pour des actes de prévention. Mais ce serait passé à côté de bien plus que ça, car en effet, s'il ne fait pas dans la demi-mesure pour appuyer son propos principal, il sait aussi développer d'autres thèmes importants en filigrane. Je vais donc maintenant tenter de vous expliquer pourquoi il s'agit sans doute de mon film préféré et essayer de vous démontrer ce qui fait sa force. Le long métrage s'ouvre sur une émission télé que regarde Sarah Goldfarb.
un programme vide de sens qui n'a pas vraiment de sujet, dans lequel le présentateur scande des slogans repris en chœur par le public. L'ensemble donne une image sectaire qui ne fera qu'appuyer le sujet de l'histoire à venir. Cette scène laisse la place à une autre dans laquelle on assiste à un désaccord entre Sarah et son fils Harry. Celui-ci emporte la télé de sa mère. Leur opposition est marquée par l'écran scindé séparant les deux personnages dès le début du film et créant de suite une tension, un malaise évident que l'on n'en comprend cependant pas. Le titre de l'œuvre tombe alors comme un couperet, ne laissant que peu d'espoir quant à la suite de l'aventure. Commence alors le générique dans lequel les noms apparaissent dans une police d'écriture qui se désagrège comme la vie des personnages qu'elle représente. Le tout est en surimpression sur des images d'Harry et de son ami Tyrone qui poussent la télé dans les rues de Brooklyn. Les scènes sont filmées en plan large et fixe où l'on ne voit personne d'autre que les deux personnages semblant s'évertuer à une tâche incompréhensible. Au bout de ce périple, on découvre le but de la manœuvre. Harry vend la télé à un petit brocanteur, d'ailleurs interprété par Mark Margolis, que vous avez peut-être vu dans la série Breaking Bad, qui parle aussi de drogue. On apprend que Sarah va venir la racheter et que c'est loin d'être la première fois que cette routine a lieu. Le décor est planté et ce caractère répétitif aura son importance dans le film, puisqu'il fait écho à la prise de drogue qui revient comme un cycle établi que les protagonistes n'arriveront pas à briser. Le long métrage est alors chapitré en 3 parties, représentées par les saisons de l'été à l'hiver. 3 parties représentant les 3 actes narratifs. Situation initiale avec éléments déclencheurs, péripéties, puis situation finale. Le schéma est classique et il n'y a pas vraiment lieu à gâcher l'intrigue, car celle-ci ne possède pas de rebondissement et l'issue est presque scellée dès le départ comme dit précédemment. Alors quel est l'intérêt du film ? Bien voir cette descente aux enfers des personnages, y assister impuissant, et voir l'enchaînement de situations qui conduisent des personnages au petit train-train établi, chuter jusqu'au point de non-retour. Et l'émotion qui accompagne ce visionnage prend aux tripes sans nous ménager. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute l'histoire de drogue sert aussi à montrer l'explosion d'une famille. Sarah Goldfarb, interprétée par une Ellen Burstyn en grande forme, qui sera d'ailleurs nominée aux Oscars pour son rôle, vit seule dans un petit appartement de Brooklyn. L'absence de son mari durant tout le film, les quelques allusions orales et la photo du diplôme d'Harry laissent comprendre qu'il est mort, quelque temps auparavant. Sarah passe ses journées à regarder un programme dénué d'intérêt à la télévision qui semble uniquement fonctionner sur la démagogie de son propos. En effet, c'est cette émission très superficielle qui va déclencher la chute de Sarah en lui passant un coup de fil l'invitant sur le plateau. La vieille dame se met alors dans l'idée de devoir entrer dans l'ancienne robe rouge qu'elle portait à la remise du diplôme de son fils. Ce vêtement représente donc la nostalgie des moments heureux, l'époque d'une famille unie et joyeuse. Or, le temps ayant mené des kilos supplémentaires à Sarah, celle-ci décide d'entamer un régime qui devient vite difficile à supporter. C'est alors que les amis qu'elle fréquente quotidiennement devant la porte de l'immeuble vont lui conseiller l'aide d'un médecin spécialiste après l'avoir accompagné tel un troupeau grotesque à la boîte aux lettres pour poster sa confirmation de participation au show télévisé, renforçant par là même l'emprise de ce média décrié par le réalisateur sur ses retraités. Le médecin va prescrire des cachets coupe-faim et ainsi complètement droguer Sarah qui va sombrer dans la dépendance et la folie, coupant le contact avec tout le monde et vivant de vraies visions cauchemardesques dans son habitation. Le film a alors l'audace d'emprunter des effets plus habituels dans le cinéma d'épouvante, comme cette scène filmée avec un objectif particulier, ayant pour conséquence de déformer l'image et de renforcer le malaise que l'on ressent face à la situation du personnage. Ces séquences sont aussi l'occasion de jeter un regard noir et acerbe sur le monde médical par le biais du docteur qui ne prête pas attention aux patients et qui prescrit des pilules destructrices à tour de bras. Car finalement, la chute de Sarah n'est freinée par aucun des personnages qui seraient en mesure de le faire. Son fils la laisse tomber, mais nous y reviendrons plus tard. Ses amis l'incitent à participer à cette émission et lui conseillent le fameux médecin qui, pour sa part, ne prête absolument aucune attention à ses problèmes et vend juste ses médicaments colorés. Les relations interpersonnelles sont représentées comme vaines et destructrices par le réalisateur, en témoignent les dialogues absolument vides de messages des amis retraités. Red, I mean, it's not a red, but that's a red. It's a red. Red. Yeah, it's a red. You're telling me that's red. Yeah, I'm telling it's a red. Then what's orange? If this is a red, I want to know what's orange. Ou le coup de fil de Sarah à sa voisine qui vit seulement à quelques mètres de chez elle et qui symbolise la difficulté de la communication et la banalisation de l'isolement. Sarah sombre rapidement dans la pure folie jusqu'à une séquence bien particulière où le frigo prend des allures monstrueuses et traumatisantes. Cette scène est absolument glaçante et marquante car elle est filmée comme s'il s'agissait d'un film d'horreur et est appuyée par la présence envahissante de la télé qui, après avoir accompagné les dérives de Sarah de ses propos démagogiques, prend carrément possession de l'appartement dans une vision hallucinée
et transforme l'habitation en plateau, les personnages fictifs s'invitant dans la réalité. Sarah craque complètement et fuit son domicile. La caméra se promène alors nonchalamment dans un appartement vide, silencieux, et s'arrête sur la télé ne fonctionnant plus. Le plan est d'un cynisme absolu et marque la fin de Sarah qui va alors errer dans la ville et inquiéter les civils par son apparence détruite et ses propos incohérents. Elle finit par se rendre au studio télé où elle se fait arrêter et amener à un hôpital psychiatrique où elle subira des électrochocs dans une séquence qui ressemblera à une torture pour le personnage et un défi psychologique pour le spectateur, tant le montage, la musique et le jeu d'acteur bluffant d'Ellen Burstyn créeront un malaise immense et une empathie certaine. Ses amis viendront alors lui rendre visite, mais elle n'est plus qu'un légume mort à l'intérieur. Le regard désolé et choqué des femmes, ainsi que leurs pleurs, font d'elle les seuls protagonistes qui semblent prendre conscience de la gravité de la situation, avec le personnage de Harry, son fils. Celui-ci est dans une routine au début du long métrage. Il embarque la télé de sa mère pour la vendre à un brocanteur et ainsi profiter de l'argent pour acheter de l'héroïne qu'il consomme avec son ami Tyrone et sa copine Marion. Les deux hommes dealent un peu, ce qui leur permet de vivre et de ne pas manquer de drogue. Le couple semble être heureux et amoureux. Notez que j'ai dit semble, car, en effet, ici aussi c'est la réalisation qui vient nous éclairer, ainsi que les dialogues. Tout d'abord, on apprend que Marion n'est pas heureuse avec sa famille. Elle est en train de couper les ponts et ne se sent pas aimée par ses parents qui ne sont pour elle qu'une source de revenus. La première scène d'intimité du couple nous est offerte sur un écran scindé où chaque protagoniste occupe un côté de l'écran. Une séparation qui est accentuée encore une fois par les déclarations d'amour échangées dont la vacuité interpelle. Et puis, il y a cette relation inégale qui s'installe où on comprend que Harry veut faire vivre Marion et finalement essaie de la rendre dépendante de lui sans en être vraiment conscient et en partant peut-être d'un bon sentiment. D'ailleurs, cette relation hiérarchisée est appuyée par les noms des protagonistes. Le Gold de Goldfarb qui signifie or est plus noble que le nom de Marion qui est Silver, c'est-à-dire argent. Anodin? Je ne pense pas. Harry est interprété par Jared Leto, que vous avez pu voir briller dans le film Dallas Buyers Club, joué dans de bons films comme Fight Club, Panic Room, American Psycho, ou incarné le Joker récemment dans le film Suicide Squad. Et oui, personne n'est parfait. Le bonhomme est aussi guitariste-chanteur d'un groupe de rock intitulé 30 Seconds to Mars, mais trêve de digression. Il campe ici Harry à merveille avec son look de maigrichon complètement paumé et est crédible du début à la fin, tout comme la jolie Marion campée par Jennifer Connelly, qui a fait un début de carrière avec de grands noms de la réalisation, puis qui a ensuite connu un passage à vide. Et le couple est filmé, une fois en position de domination au début du long métrage lorsqu'ils abordent le sujet de leur projet et que Harry veut faire en sorte que Marion puisse ouvrir son magasin de vêtements, le tout en surplombant la ville. Mais c'est la seule lueur d'espoir du film, vite effacée puisque les deux amoureux sont ensuite souvent filmés en plongée ou de dessus, comme s'ils étaient écrasés par le monde qui les entourait, accablés par une puissance supérieure. Cette relation amoureuse bancale est accentuée et expliquée par une vision de Harry qui voit Marion sur la jetée face à l'océan, arborant la robe rouge de sa mère. Petit syndrome d'Oedipe? Pourquoi pas, car cette théorie peut se confirmer par le biais du personnage de Tyrone, l'ami de Harry, interprété par Marlon Wayans, qui, par le biais d'une scène, révèle aussi une relation amoureuse abîmée, puisqu'on le surprend en train de penser à sa mère alors qu'il est nu et défoncé, et qu'il enchaîne en disant à sa copine qu'il était en train de penser à elle. Encore une fois, la coïncidence me semble improbable. Et puis, il y a ce dialogue entre Harry et Marion qui dévoile la triste façon de penser de Harry. Pour faire plaisir à sa mère, il veut lui offrir sa drogue. Sa drogue, c'est la télé. Il va donc lui offrir une nouvelle télé pour qu'elle soit heureuse. Être heureux se résume à consommer sa drogue pour lui. Et oui. Il va donc la voir à son domicile et découvre qu'elle est droguée au coupe-fin et essaie de lui faire la morale tout en lui cachant son addiction et ses activités. Il n'arrive pas à la raisonner et se lève pour partir, nous offrant par la même occasion un plan qui en dit long sur la distance qui sépare les personnages. Harry abandonne sa mère et pleure dans le taxi qui le ramène comme si le sort de sa mère était un miroir du sien. Harry, Tyrone et Marion fonctionnent comme un trio dévastateur qui s'incite mutuellement à consommer la drogue jusqu'au jour où les deals de Harry et Tyrone tournent mal et il devient alors difficile pour eux de trouver de l'héroïne. Le manque s'installe alors et fait voler en éclats le couple. Durant le deuxième acte, l'automne, on voit rarement Harry et Marion dans le même cadre, et quand c'est le cas, soit ils sont dos à dos, soit Harry convainc Marion de se prostituer pour des doses. Ce qui est moyen quand même. La scène où Marion va vendre son corps est d'ailleurs absolument perturbante car on sent son propre dégoût et la sortie de l'immeuble filmée à la Steadicam met en avant les états d'âme de Marion, concrétisés à la sortie par le personnage qui s'arrête pour vomir.
Tyrone et Harry se retrouvent sous le pont de la jetée pour décider d'aller jusqu'en Floride, essayer de trouver de la calme. La scène est sombre et on entend des gens marcher au-dessus d'eux, comme une métaphore de leur situation. Harry et Tyrone partent pour leur périple, laissant Marion à New York. Celle-ci devient folle face au manque et on aperçoit son état d'esprit lors d'une scène où elle essaye de se noyer dans sa baignoire sans y arriver. Elle essaye de se tuer sans y parvenir, analogie à sa prise de drogue. Elle finit par appeler le numéro d'un homme pouvant la fournir en échange de faveurs sexuelles. Le numéro est inscrit au dos d'une photo de Harry, enfermant pour nous son copain dans le rôle de celui qui l'a conduite à sa perte. De leur côté, Harry et Tyrone sont en voiture et on voit Harry se piquer pour la première fois depuis le début du film, et on découvre par la même occasion son bras noircissant sous l'influence d'une infection. Ils s'arrêtent dans un hôpital où ils sont arrêtés et amenés à faire des travaux d'intérêt général, et où l'on retrouve l'aspect de boucle et de cycle du début, par les paroles du garde répétées comme un automatisme piégeant les deux hommes dans une routine désormais mortelle. Les 10 dernières minutes laissent place à un montage croisé entre les 4 protagonistes qui subissent de plein fouet les conséquences de leurs erreurs et créent une vague d'émotions énorme que l'on doit encaisser tout en étant impuissant. Le tout est bercé par le thème musical magistral écrit par Clint Mansell, alliant sonorité classique et moderne dans un mélange à la fois hautement dramatique et sale dont je mettrai le lien sous la vidéo. L'espoir des protagonistes est réduit à néant par une des fins de film les plus sombres qu'il m'ait été donné de voir, à des années-lumière des happy end. La charge émotionnelle de ces 10 dernières minutes est bouleversante et entre directement dans mon panthéon des séquences inoubliables du cinéma. Et que dire de la dernière scène, d'un cynisme rare, qui viendra nous secouer de rage et de tristesse, un bijou qu'il faut voir et subir pour comprendre. En plus de tout ceci, le long métrage use de quelques techniques intéressantes de mise en scène. Les prises de drogue, qu'elles soient héroïnes, coupe-fin ou télévisées, sont représentées par un montage rapide d'images symboliques répétées, associées à des bruitages donnant un cachet publicitaire au procédé, fort adapté au propos du film donc. Les répétitions et le timelapse, c'est-à-dire les longs moments passés en accéléré, sont récurrents et contribuent à établir les routines vaines de la vie des personnages, l'aspect néfaste de leur train-train mortel, la vacuité de leur existence. On notera aussi quelques fondus au blanc, assez rares dans le cinéma, qui symboliseront ici, de manière évidente, la lumière de la mort vers laquelle les personnages se dirigent. Finalement, Requiem for a Dream possède une histoire simple et sans surprise, mais son avalanche d'idées et de procédés tous plus efficaces les uns que les autres pour nous plonger dans la descente aux enfers des personnages reste jouissif à regarder malgré le fait que ce soit difficile. On voit les détails s'accumuler et nous plonger dans le chaos des protagonistes, ça secoue les tripes et nous fait vivre des émotions fortes que seuls les chefs-d'œuvre procurent, et il sera donc difficile d'effacer ce film de ma mémoire. C'est un long métrage à subir et qui nous plonge dans des méandres si profonds qu'il est difficile de s'en sortir. Certaines œuvres font mal, mais c'est un mal qui est nécessaire. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ou de revoir Requiem for a Dream et d'en discuter ou d'en débattre dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à bientôt pour découvrir ou redécouvrir un autre film. Alors en attendant, soyez curieux ou laissez-moi l'être à votre place.